Bonjour, bienvenue à notre podcast « Deux femmes, un rêve ». Le concept est simple. On invite quelqu'un qu'on admire pour son audace, sa créativité, et cette personne, à son tour, invite quelqu'un qu'elle admire. Deux femmes, un rêve, le podcast animé par Clémence Carton et Marie-Pierre Poirier. Et maintenant, place à notre commanditaire. Parce que oui, dès le premier épisode, nous avons la chance d'avoir un commanditaire. Cette commanditaire, ce n'est autre que la boutique sensuelle, oui, sur Saint-Laurent. Alors, ce n'est pas juste un sex shop où tu peux acheter des vibrateurs et de la lingerie fine. C'est bien plus que ça. C'est une boutique vraiment qui est concentrée sur la santé sexuelle dans sa totalité. Donc, tu as des livres, des bijoux, des jeux de cartes même, du lubrifiant, des bougies de massage, etc., etc. Et donc là, c'est l'instant influenceur. Pour chaque commande de plus de $20, passez sur le site boutiquesensuelle.com avec le code promo 2femmes10. Tu as droit à 10% de réduction. Dans ce cas, il n'y a plus qu'à vous souhaiter très bonne écoute. Bonjour à toutes les deux, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui dans le podcast de Deux femmes un rêve. Je ne sais même plus c'est quel épisode, je suis perdue à ce stade des enregistrements. Et donc merci à toi Isabelle d'avoir répondu présente à notre podcast aujourd'hui. Présente. C'est ça. Et donc Isabelle, donc déjà merci d'être venue et merci aussi à toi Marie-Josée, excuse-moi. Et du coup Isabelle, peux-tu nous dire en fait pourquoi tu as invité Marie-Josée? Ben, vous m'avez demandé d'inviter quelqu'un que j'admire. Donc, écoute, Marie-Josée, on peut pas ne pas admirer Marie-Josée. Marie-Josée est une fille tellement active dans son milieu, tellement drivée. Mais là, je n'ai pas le terme français qui me vient en tête. Ça pourrait être quoi? Motivée? Non, je sais pas. En tout cas, non, tu as vraiment une belle drive, puis un exemple à suivre pour toute une génération. non, mais pour tout le monde. Vraiment, tu te laisses pas arrêter par les obstacles. En tout cas, parce que je voudrais que je la laisse expliquer un peu ce qu'elle fait, mais elle est scénariste. Puis on s'est rencontrés dans un 5 à 7 de la Sartec, la Société des auteurs en radio et télévision. Et cinéma. Et cinéma, ben oui. Voilà, dont on est membre. Oui. Puis dont on est membre. Puis c'est ça, il y avait des 5 à 7. Puis autour d'un verre de drink, on s'est connus et reconnus. Et puis voilà. C'est comme ça que ça a parti. Ouais. Des petits cafés, jaser d'écriture. Oui, c'est ça. On se faisait des cafés de motivation aussi. On écrivait chacun nos projets. Puis là, on se disait, OK, bon, telle date, on se rencontre. Puis on se dit comment ça va dans nos projets sans les lire mais juste se donner comme une date butoir pour se motiver, s'encourager. Puis on prend un petit café. Puis Accountability buddy. Exactement. Oui, c'est ça. Ouais, on n'a jamais perdu contact. Tout le temps, des fois, là, il y a eu la pandémie, là, mais sinon, on essaie quand même de se voir puis de se tenir au courant de ce qui se passe dans la vie de l'un et l'autre. Ouais. Oui, puis on a aussi en commun une haine qui nous a rapprochés parce que c'est une haine que pas beaucoup de gens ont. On haït l'été et avoir chaud et le soleil et la chaleur. Alors, on est des winter girls. Ouais. On va marcher l'hiver. Ouais. Fait qu'en plein hiver, quand il y a de la grosse neige, nous autres, on s'en mitouffe puis on s'en va prendre des longues marches. Puis, ouais. Mais je sais que c'est tabou, là. Faut pas dire que t'aimes pas l'été. Mais c'est bizarre parce que tu dis ça sur Internet que t'aimes pas l'été, puis là, t'as du monde qui viennent te bâcher, là, comme si ton opinion allait faire changer le soleil, là. Il s'en ira pas, même si j'aime pas ça, là. Inquiétez-vous pas. C'est comme quand Donald Trump, il avait fait le Sharpie Gate, là.
Il y a bien beau écrire avec un Sharpie que l'ouragan, il va contourner l'Alabama, mais ça le fera pas changer. Fait que mon opinion est un peu l'équivalent du Sharpie de Trump. Je pensais pas que t'allais faire notre coming out vite de même dans le podcast. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que l'autre affaire, moi, qui m'irrite beaucoup, je sais qu'on sort du sujet, mais je continue sur l'hiver et l'été, c'est que depuis que... Moi, je suis acadienne, je viens du Nouveau-Brunswick. Depuis que je suis ici, on n'arrête pas de dire à quel point les hivers québécois sont longs et rigoureux. Puis je suis comme, hey, l'hiver, guys, à Montréal, c'est 2 mois et demi. Hein? Ça commence juste avant Noël, ça finit à la mi-février. Puis il commence à avoir une première canicule en mai, puis on vient d'en sortir une en plein septembre. En avril, donc, moi, je parle au climatiseur. Exact. Donc, les étés sont très longs et ardus au Québec et les hivers sont très courts. Je voulais rectifier le tir sur cette tribune. On prend l'occasion pour ajuster les faits. Voilà. Donc, vous vous êtes retrouvés avec ce point commun? Oui, entre autres. Oui. Mais c'est ça. Puis c'est drôle parce qu'au début, quand on s'est rencontrés dans les 5 à 7, on s'est plus tard aperçu qu'on avait été approchés par le même producteur. Oui, c'est vrai. Un producteur pas très recommandable, mettons, là, surtout avec les femmes. En tout cas. Et on a eu toutes les deux une façon différente d'approcher la chose. Moi, j'ai fait comme je fais tout le temps dans ces cas-là. Je me suis sauvée, puis j'ai pas répondu à l'appel. Puis elle est allée faire un projet avec ce monsieur-là. J'ai démarré le projet, j'ai pas fini. Mais n'empêche que c'est toi qui as, je trouve, eu la bonne attitude parce que ça t'a donné une expérience, puis après ça, j'ai l'impression que ça t'a enlevé des peurs de foncer ou, tu sais, t'as reconnu ta propre valeur là-dedans, puis t'as pas lâché ton bout, puis t'as continué. Fait que moi, j'aurais dû faire ça, moi aussi, puis j'aurais plus poussé la carrière de scénariste si j'avais persisté comme toi. Intéressant. Ouais, en tout cas. Mais ouais, c'est vrai que, ben moi, j'ai toujours cette curiosité-là aussi de dire, tu sais, quelqu'un t'approche, tu vas l'écouter, tu vas écouter ce qu'il a à dire et tout. Puis au début, ben, j'avais pas le même début d'expérience que toi non plus avec ce producteur-là. Donc, j'étais un peu plus, peut-être, naïve. Mais je suis embarquée là-dedans en me disant, tu sais, on va voir qu'est-ce que... Le projet était vraiment intéressant. Donc, j'avais envie d'apporter ma voix dans ce projet-là, voir où est-ce que ça pouvait mener. Puis rapidement, je me suis rendu compte que c'était un terrain assez glissant, donc tu sais, je suis partie dans les règles de l'art. Donc j'ai décidé que non, ça en était assez. J'ai terminé ça aussi en étant très transparente avec ce producteur-là. Ce producteur-là ne travaille plus vraiment aujourd'hui. Pas à cause de moi, mais à cause de toutes les autres affaires qui se sont sans doute ensuivies. Mais tu as raison de dire que ça forge parce que le réflexe aussi, parce que là on se reporte à comme il y a presque 10 ans, mais le réflexe quand on commence dans cette industrie-là, c'est que si ça marche pas la première fois, ben c'est foutu. C'est comme, dire, je vois beaucoup, moi j'enseigne, je vois beaucoup mes étudiants aussi qui se mettent dans des situations d'abus ou des situations où ils sont vraiment pas bien, mais ils persévèrent dans cet inconfort-là parce qu'ils pensent qu'il y a rien de l'autre côté. Un peu comme quand on reste dans une relation toxique parce qu'on pense qu'on retrouvera jamais l'amour. Donc, je vois beaucoup de ça chez mes étudiants, j'essaie de les sensibiliser à ça. Une relation avec nos collègues, avec un producteur, avec une réalisatrice, un co-auteur, il faut que ça soit sain, sinon c'est longtemps. Puis cet inconfort-là nous coupe les ailes pour créer aussi. Ouais. Donc, voilà. Donc, je me suis dit... j'avais peur à l'époque quand je me disais peut-être que, tu sais, ça va circuler, que je suis partie, puis que c'est moi qui va passer pour, tu sais, celle qui est lâche, celle qui est tout, tu sais. Mais finalement, c'est l'inverse qui se produit, tu sais. Quand on se respecte, Si tu pars pour les bonnes raisons, c'est que il y a personne qui peut mettre en doute ça et te clasher pour ça, tu sais. Mais t'avais peur pour ta réputation. Ouais, beaucoup. C'est ça. Puis donc, tu sais, tu te tergiverses avec ça, puis tu te dis, est-ce que je devrais quand même essayer de passer par là-dessus, essayer de continuer et tout, puis finalement,
je me suis choisie, puis ça a été la meilleure décision. Est-ce que c'est un monde fermé et très bouché, cet univers des scénaristes au Québec? Ben, l'industrie de l'audiovisuel au Québec, tu sais, c'est une vaste industrie, mais qui est très petite en soi. Donc, c'est certain que... est-ce que ta question, c'est comment on entre dans cette industrie? Est-ce que c'est bouché au point que, voilà, faut vraiment faire des coudes pour comme, tirer son épingle du jeu? C'est une combinaison de plusieurs choses, je dirais. C'est sûr qu'il faut avoir... un réel intérêt pour l'écriture et comprendre les mécanismes de l'écriture, parce que des fois, on idéalise l'écriture. Ah, c'est le fun, t'écris, tu te réveilles le matin, ton petit café, tout ça, mais non, il y a des deadlines, il y a une pression, surtout en télé. C'est pas le même univers qu'en cinéma ou quand on écrit un roman, par exemple, ça serait le fun de t'entendre là-dessus. Mais, non, c'est pas vrai que c'est si facile que ça, là. Souvent, tu t'arraches les cheveux, t'as pas le temps de te peigner, t'es tout croche. Parce que, tu sais, le contenu, ce que tu as à livrer, la qualité que tu veux livrer et tout, tu sais, ça prend du temps. Écrire, ça paraît pas, mais ça prend du temps. Si on veut que la qualité soit là, on peut pas juste écrire avec les premières idées qui passent. Et ça aussi, je le vois beaucoup chez mes étudiants qui passent, ils pensent que ça va être facile scénariser, puis c'est pas facile. Donc, il y a une partie, je dirais... des futurs scénaristes qui, dans le fond, se réorientent après parce qu'ils se rendent compte que c'est peut-être pas pour eux ou que la mécanique, la deadline, tous les livrables, la réécriture, si on n'aime pas réécrire, si on n'est pas ouvert à la critique, ça aussi, c'est difficile. Donc, il faut être en mesure d'avoir ces qualités-là, en tout cas, pour bien tirer son épingle du jeu. Mais c'est aussi quand même un monde qui est très compétitif. Je dirais, moi, quand je suis sortie de l'UNIS en 2011, Tout.tv était à un balbutiement. Tout.tv servait à rediffuser Unité 9, puis ça coupait à tous les 5 secondes. Tu essayais d'écouter un épisode d'Unité 9 de 44 minutes, ça t'en prenait 2h45 tellement ça coupait et que c'était frustrant. Donc, moi, souvent, je m'installais avec mon repas devant Tout.tv, puis j'avais le temps de le finir 8 fois, puis mon émission n'était pas commencée. Donc, je détestais cette plateforme. C'est pas comme aujourd'hui, là. Puis, dans le fond, si tu voulais percer dans l'industrie, c'était Radio-Canada et TVA. Télé-Québec faisait que de la fiction pour enfants. Puis sinon, il y avait de la docu-série à Canal D. Il y avait Série Plus, mais il fallait vraiment être chevronné pour avoir la série de l'année à Série Plus. Donc, moi, il y a 12 ans, j'ai trouvé ça quand même assez difficile de faire mon chemin. Je trouve que maintenant, avec le web, la montée du numérique, les multiplateformes au Québec, là, il y a beaucoup de demandes en même temps. Ça crée d'autres problèmes. Oui, bien sûr. Autant que je trouve ça intéressant pour la relève, étant donné qu'il y a beaucoup de demandes, ben là, ça multiplie les voix parce que tout le monde n'est pas... Ceux qui sont toujours habituellement appelés, ben, ils sont déjà suroccupés. Donc, ça permet des opportunités. Pour les autres. Pour la relève, ce qui est extraordinaire, mais ça crée, c'est ça, d'autres problèmes où est-ce que là, on réduit la fenêtre de création pour tourner plus vite, produire plus vite. Donc, ça engendre d'autres problèmes. Toi, tu enseignes à l'INIS? Oui, j'enseigne à l'INIS, oui. En plus d'écrire des scénarios pour des productions. Oui, exactement. Je suis auteur principalement. Comme là, dans ce temps-ci, j'enseigne pas à l'INIS. J'ai pris un petit moment de pause parce que c'est beaucoup d'énergie enseigner. Donc, j'ai terminé d'enseigner l'hiver dernier. Je continue à donner des ateliers, par contre, du logiciel de scénarisation Final Draft, mais enseigner comme vraiment avec du mentorat, la web-série, etc. Ça, j'ai pris une pause pour me consacrer à l'écriture de Sorcière, qui est l'annuel, qui sort demain, le 11 décembre. Le 11 septembre. J'attends l'hiver. Le 11 septembre. Donc, comme c'est une série... c'est un projet de grande envergure, j'avais pas le temps de concilier l'enseignement comme avant. Donc, pour le moment, c'est ça, j'enseigne pas. Mais oui, depuis 2015, j'enseigne. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donner au suivant. Tu sais, la passation de... Ouais, j'aime beaucoup ça. Ben, t'es aussi impliquée à la Sartec. T'es sur le comité depuis plusieurs années maintenant. Sur le CA depuis 2018. Ouais.
Ouais. Donc là, Mais- la Sartec, donc c'est une sorte d'association des scénaristes au Québec? Oui, c'est ça. OK. Ouais. Ouais. Parce qu'Isabelle a déjà écrit pour la télé aussi. Bah, c'est Aussi. ça, de ce que j'ai compris. Tu as Oui. aussi une Oui. carrière, enfin, peut-être encore de carrière Oui. en scénarisation, justement. Ben, sauf que, tu sais, vu que je fais comme 6 carrières, En des même fois, il y en temps. a qui sont dormantes. Puis là, oups, ça revient au gré des occasions et des opportunités. Mais c'est ça. Ben, moi, mon premier contrat d'écriture télé, ça a été un gars, une fille. J'ai chanceuse, mais c'était de l'écriture à sketch. Puis j'étais une de 18 auteurs, là. C'est pas comme si j'en avais écrit une trolley, là. Puis j'étais juste dans les 2 dernières saisons. Fait que... Mais c'est ça, c'est de l'écriture à sketch que moi, je raffole de ça parce que c'est une ligne, un punch. C'est vraiment condenser des petites situations, des petites histoires courtes, boum, boum, boum. Puis ça, j'adorais ça. J'en ai fait quelques émissions comme ça à sketch. Ça, c'était vraiment ma force. Mais c'est ça. Là, après ça, c'est sûr que pour travailler comme actrice dramatique, puis ce que j'ai fait principalement dans les dernières années, j'avais comme pas poussé... C'est ça le truc, c'est que quand l'opportunité rentre dans un de mes créneaux, ben là... Tu remets ton chapeau. Oui, puis je cesse de pousser l'autre. La différence avec quelqu'un qui en ferait juste un ou deux, ben il continuerait à pousser quand même pendant qu'il fait l'autre truc. Puis moi, j'ai comme tendance à les laisser... Puis là, oups, il y a une autre opportunité. Ah, OK, j'y retourne. Mais bon... puis bon, il y a les romans entre-temps aussi. J'ai pondu des romans... parce que c'est moins... j'ai trouvé les romans, parce que tu parlais tantôt là, d'opinion, de prendre la critique et tout ça, tu te retrouves en télé avec plein de monde qui jugent ton travail, te font changer ci, changer ça, puis tout ça. Puis moi, j'ai toujours travaillé en télé sur les projets des autres, donc c'est pas ma vision, il faut que je me plie à leur truc. Fait que ça fait beaucoup de travail... et de retravail pour coller à l'image que quelqu'un d'autre veut de son projet. Fait que c'est ça, ça prend beaucoup d'humilité puis de gossage de virgule puis tout ça. Alors que les romans, ben là, c'était moi le capitaine du bateau, puis il n'y a pas personne qui me dit quoi écrire, puis que je devrais faire ça, puis que ce serait mieux aussi. C'est mon truc de A à Z, et bon, par contre, c'est de longue haleine, ça sort pas tout de suite quand t'écris. D'ailleurs, mon 3e roman, il est vraiment... Oui, je commence à manquer d'haleine, là. Non, mais... C'était un projet qui est en cours depuis combien de temps? Oh, ça fait longtemps. J'ai eu une bourse du Conseil des arts pour l'écrire, puis il faudrait que je remette je suis en retard pour remettre le résultat et mon rapport. J'ai 95% terminé ce 3e roman. OK. Mais c'est Les ça. 5 derniers qui sont difficiles. Ouais. Mais c'est ça, c'est parce qu'il faut dire qu'Isabelle est comédienne. Alors, c'est ça. Tu dis 6 carrières en même temps. Ouais, là, je dis 6, là. En tout cas, oui. Oui, c'est ça. Donc, comédienne, humoriste, romancière, scénariste, tout ça bilingue. En plus. Oui, parce que c'est pas assez compliqué comme ça. Oui. Challenge. Oui, hiberneuse. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'oublie? Ah, ben j'ai aussi une boutique Etsy. Je fais des bijoux. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ça, c'est un hobby. C'est un petit side. C'est un hobby qu'à un moment donné, tu sais, j'ai un gros coffre à bijoux sur le côté du lit qui me sert de table de chevet. Puis je voulais en acheter un autre pour le côté du lit à mon chum. Parce que j'avais plein de bijoux. Il dit, ben là, regarde, vends-le, fais quelque chose, mais là, on ne transforme pas la maison en coffre à bijoux. Donc, j'ai ouvert une page sur Etsy pour ça. Mais, c'est ça. C'est à peu près ça. OK, fait que c'est plus 5. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal, ouais. Ouais.
Mais c'est ça, des fois, je me dis, j'ai toujours un petit regret quand je fais quelque chose que l'autre truc est négligé, tu sais. En tout cas, mais bon, on peut pas... Ouais. mais- Après, la chance, je pense que tu as, c'est de pouvoir changer. Entre Ouais. guillemets, diversifier ton activité Ouais. et que tu sois peut-être pas oublié, entre guillemets, tu laisses ça dormir pendant 1 an. Ouais. Ben, dans 1 an, quand tu t'y remets, les gens sont là. Tu sais, j'ai l'impression aussi. Donc, les gens oublient vite. Ah comme ça, mais bon, Tu c'est t'y remets. pas... puis- Ça se retravaille, ça. Mhm. Oui, tu ressources ton orteil, puis tu finis par trouver la température correcte. Ouais. Ok. Je voulais dire quelque chose avec ça, puis j'ai complètement oublié c'était quoi. C'était intéressant, ça aurait été vraiment super. Ça aurait fait Ça va t'en le revenir. teaser du podcast, ça aurait été merveilleux. Mais je l'ai oublié, fait que bon. Tout va bien. Ouais. Mais c'est ça, je serais curieuse de te demander ton opinion sur tout ce qui se passe aux États-Unis en ce moment avec la grève des scénaristes. Je serais très curieuse aussi. Ouais. Ben, écoute, c'est sûr que ici au Québec, notre réalité est très différente des États-Unis dans la mesure où notre art dépend des instances gouvernementales. Alors qu'aux Ouais. États-Unis, c'est vraiment une industrie complètement à part entière. Ce qui fait qu'on a toujours l'impression que l'herbe est beaucoup plus verte aux États-Unis qu'ici, alors qu'on réalise finalement qu'on a exactement les mêmes enjeux, mais à différents niveaux. Et moi, j'avoue que j'étais tellement cantonnée dans ma réalité ici au Québec, au Canada, que je pouvais pas penser que ça grondait autant aux États-Unis au point de déclencher une grève. Et là, en lisant de plus en plus sur cette grève-là, c'est ça, je réalise que les enjeux sont les mêmes. C'est que nous, on a nos plateformes, tu sais, Club Illico, Tout.tv, la plateforme Vrai, etc. Eux, ils ont Netflix, ils ont Amazon Prime. Fait c'est sûr que quand tu les regardes, ça paraît beaucoup plus gros. Ouais. Mais à la fin de la journée, c'est exactement la situation que j'exposais tout à l'heure, c'est que plus il y a de plateformes, plus il y a de demandes. Plus il y a de demandes, plus on compétitionne entre plateformes, donc plus on veut sortir le travail vite. Et là, on pousse les scénaristes dans leur dernier retranchement, on les pousse dans le burn-out. C'est une réelle situation. Moi, je suis entourée d'auteurs qui ont la langue à terre et qui font des burn-out. Ça leur prend 1 an, 2 ans remonter la pente. Puis aux États-Unis, c'est la même chose. Ils sont poussés et on s'est comme un peu caché derrière les nouveaux médias. Et les nouveaux médias, qui sont depuis 20 ans des médias numériques, mais qu'on s'obstine à encore appeler des nouveaux médias, comme si c'est né hier, ben, c'est que derrière ça, on sort l'argument de « ben, on n'a pas de budget ». C'est du web, c'est du numérique. Puis j'aurais jamais pensé que les auteurs américains qui travaillent sur des plateformes d'envergure comme Netflix et Amazon Prime n'ont pas les mêmes conditions que quand ils font de la télé traditionnelle. Donc, moi, ça a été mon gros constat. C'est pour ça aussi qu'il y a autant de colère. C'est que là, on demande plus, on donne moins. C'est sûr que là, je fais pas le prorata entre nos salaires ici puis leur salaire à eux, mais au final, ils ont les mêmes frustrations que nous. Parce que dès qu'on est sur des nouveaux médias, ben, on bénéficie pas du même traitement que quand on est en télé traditionnelle. Et on sait que les nouveaux médias ici, ben, les médias numériques, sont une porte d'entrée pour plusieurs auteurs de la relève, mais il y a aussi des auteurs chevronnés qui font du numérique. Et là, ça crée des doubles standards. Et donc, nous, à la Sortec, justement, on avait une négociation avec la QPM pour faire une première entente de médias numériques qui va s'appeler une première entente de nouveaux médias, malgré le fait qu'on voulait amener ça en 2023 en appelant ça des médias numériques. Et c'est un long travail. Donc là, on a mis une base qui va s'étoffer au fil du temps, mais c'est comme si on part, moi personnellement, là, je parle juste de ma perspective, je parle pas des gains et tout ce qu'on a fait, mais je trouve qu'on a parti tard, très tard, cette discussion-là, et on l'a parti dans un moment où ça a fait un bond. Tu sais, le numérique a tellement fait un bond dans le dernier comme 5, 6, 7, 8 ans,
Donc, c'est comme si, quand on s'est assis pour la première fois à la table de négociation, on était déjà obsolète dans la façon d'aborder les médias numériques. Donc, je trouve, puis là, je parle pas de la négociation comme telle, je parle le Québec en tant que tel, de ma perspective, c'est très personnel, mais je le dis, je trouve quand même qu'on est un 15-20 ans en arrière, puis qu'on regarde le virage plus qu'on embarque dedans. Je trouve que nos modèles d'écoute sont obsolètes, puis les formats de ce qu'on fait sont obsolètes, mais comme c'est les possibilités, c'est la façon dont notre industrie fonctionne encore, avec les publicitaires, tout ça, donc on se plie quand même encore à ça. On est très frileux à essayer des nouvelles choses pour compétitionner. Puis il y a une partie de notre contenu qui s'exporte quand même bien, mais on remarque que ce qui s'exporte est beaucoup plus court. Nos formats plus longs, comme de l'annuel, s'exportent moins bien parce que c'est pas ça. Les gens veulent consommer rapidement, passer au suivant, puis cocher des séries, attendre impatiemment l'autre série. Aux États-Unis, on peut prendre 1 an, 2 ans avant la prochaine saison parce qu'on prend le temps de l'écrire, ce qu'on ne fait pas au Québec. C'est toujours un en arrière de l'autre. Il n'y a pas de répit entre... on prend de la quotidienne comme stat ou indéfendable, c'est sempiternel, là. Ça l'arrête pas, là. Il n'y a pas de répit, genre l'équipe s'en va 3 mois en vacances. Non, les textes, ça continue tout le temps. Même affaire pour l'annuel. Dès que ta saison 1... Ben, en fait, la fin de ta saison 1 à l'écriture chevauche le début de ta saison 2 parce que, donc, pendant que tu réfléchis à ta finale, il y a une bible qui doit s'écrire, puis les 6 premiers épisodes de la saison 2 qui doivent s'écrire. Donc, tu as toujours des mains dans 12, 18 textes en même temps. Donc, ça, c'est invisible pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui réalisent pas à quel point les auteurs qui sont à la base de tout, pas d'auteurs, pas personne qui travaille. C'est sûr. Pas d'auteurs, pas d'acteurs, pas de monteurs dans la salle de montage. Donc, ça prend des auteurs, mais notre fenêtre est très, très, très réduite. Puis on veut se surpasser, nous, on veut niveler vers le haut pour compétitionner avec le contenu. Parce que les Britanniques, les Australiens, il y a tellement de contenu, on a accès à tout maintenant. Là, j'en ai nommé 2, mais il y a des projets en Argentine, il y a des projets marocains, il y a des projets de partout auxquels on a accès, des projets japonais. Puis la qualité qui nous entoure, ce qu'on peut voir, ben on a envie de faire cette même qualité-là, nous. Donc, on prend soin des textes, on essaie de se dépasser dans la façon d'écrire, de faire notre storytelling. Mais après ça, c'est qu'il y a un cadre paramétrique aussi qu'on doit respecter pour rentrer dans les budgets, puis dans tout. Donc, c'est un gros travail d'équipe, mais je pense que le Québec mérite de faire une introspection. Puis là, je parle de tout le monde ensemble, les diffuseurs, toutes les associations, que ce soit les techniciens, les réalisateurs et tout. Puis on fasse une grande introspection pour comment on veut que notre télé de demain, il faut arrêter de faire la distinction entre télé traditionnelle et numérique. C'est la même chose, notre télé, l'objet télé. Comment on veut que ça soit. Parce que en ce moment... Je trouve que malgré les bons coups, les belles ventes qu'on fait à l'international, on a encore beaucoup de nos productions qui restent cantonnées dans la fenêtre de la télé généraliste, alors que dans un autre modèle pourrait être vu par un plus grand nombre et une plus grande strate d'âge aussi. Donc, ouais. Ouais. On vit des défis similaires avec les scénaristes américains. Ouais. Puis c'est ça, tu parles de format, c'est flagrant quand on regarde ce qui nous est offert. Puis je me demande bien pourquoi les instances ici ne remarquent... Non, c'est ça. Je pense pas qu'ils le remarquent pas. Je pense pas qu'ils le remarquent pas, c'est juste que le paquebot vogue. Est bien installé dans cette façon de faire depuis des années. Comme je disais, on a les instances gouvernementales qui sont là pour financer. Puis ça, les autres pays, tu vois, je pense qu'il y a l'Australie qui fonctionne avec des instances gouvernementales, mais peut-être à un moindre degré que nous. Puis peut-être les Britanniques aussi, mais à vraiment un moindre degré. J'ai pas assez lu pour me prononcer là-dessus. Mais sinon, c'est ça, on est pas mal tout seul sur notre île. Mais j'ai l'impression, moi, que comme le paquebot est très lourd, le faire changer de direction, ça demande une flexibilité qu'on n'a pas, une souplesse qu'on n'a pas. Mais c'est ça, parce que, tu sais, le modèle de la télé traditionnelle, en ce moment, il est basé aussi avec les pubs.
Donc, c'est une grande source de revenus qui est non négligeable. Donc, c'est facile de dire, oui, le bateau va dans cette direction-là, on aimerait qu'il aille dans cette direction-là, mais le processus pour le faire changer n'est pas simple. Ouais. Donc, on se dit, tant qu'il y a encore un public dans le dimat, finalement, qui reste peut-être... Est-ce que j'imagine que si un jour, avec voilà, les générations qui vieillissent, etc., ça va changer pas de tranche d'âge, mais changer de type de personnes qui vont peut-être regarder les médias traditionnels. Est-ce que si un jour, je sais pas moi, dans 30 ans, il n'y a plus personne qui regarde la télé traditionnelle, peut-être que là, ils vont changer, tu sais. C'est que ça rapporte. Ouais, Est-ce que ça rapporte encore tant il y a, que ça? Non, il y a quand même des pertes, là. Okay. On le voit dans les médias, là, sans nommer de diffuseurs, et ils le disent quand même dans les médias qui ont essuyé des pertes. La pandémie a été un grand bouleversement dans notre industrie. Un très, très grand bouleversement. Et ça l'a généré des nouvelles plateformes, Belle, Nouveau, la plateforme Vrai, tout ça est arrivé pendant la pandémie. Télé-Québec s'est mis à faire du web de façon plus marquée pendant la pandémie, parce que là, il y avait des bourses d'extra pour créer pendant la pandémie, pour venir en aide, tu sais, pour que pas les acteurs, mais que les auteurs restent, les créateurs, en fait, restent actifs. Donc, plein de projets sont arrivés, les diffuseurs ont pris plein d'options, beaucoup trop d'options, ils ont suroptionné, pas les diffuseurs, excusez, les producteurs ont suroptionné plein de projets intéressants. Après ça trouve pas tout preneur chez les diffuseurs, ces projets-là, où les diffuseurs aussi ont, à un moment donné, tout le monde avait un développement avec Nouveau, parce que c'était la saveur du mois, c'était une nouvelle télé, donc tout le monde allait pitcher à Nouveau, et là, Nouveau avait un beau catalogue de plein de projets avec plein de potentiel. Donc, oui, on développe, mais à un moment donné, on pourra pas, la façon que notre modèle est fait, on peut pas tout produire ça à court terme. Et là, pendant qu'il y en a qui sont comme un peu stand-by puis qui attendent sur le back burner, mais là, tu as des nouveaux projets qui arrivent qui sont presque plus intéressants que ceux à qui on dit que c'était intéressant il y a 2-3 ans. Donc là, tu sais, puis je vise aucun diffuseur quand je dis ça, mais c'est que c'est normal, c'est une grande roue. C'est le même principe que quand on soumet un film à la SODEC ou à Téléfilm, ils ont un nombre limité avec l'argent dont ils disposent pour, tu sais, donc on a un nombre limité de projets par année qu'on peut financer en cinéma. Mais donc, et là, il y a comme une formule de, tu peux redéposer pour un deuxième tour, puis il y a des invitations aussi. Donc, on peut t'inviter pour un troisième tour, quatrième tour, si on sent que le projet a un potentiel, mais des fois, il y a des gens qui attendent 4, 5, 6, 7 ans avant que leur projet voit le jour. Puis pendant ce temps-là, il y a des nouveaux projets qui arrivent tout le temps, donc il y en a toujours des meilleurs. Il va toujours en avoir des meilleurs, c'est normal. Donc, parce que là, soudainement, le projet qu'on aimait beaucoup, mais que ça fait 7 invitations qu'on lui donne, ben là, peut-être qu'il n'y ait plus de temps dans l'air du temps où il y a 3 projets qui se sont faits sur Netflix avec le même projet entre-temps. Donc là, il y a un nouveau projet qui apparaît qui, lui, est dans un sujet d'actualité vraiment bouillant. Donc là, on veut mettre l'énergie dans ce projet-là. Fait que, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc, parce que c'est la face... Tu sais, puis ça, on peut pas pointer personne du doigt, c'est comme ça que c'est, dans la mesure où on est un petit État au Québec, puis notre art est subventionné par le gouvernement, fait qu'on dépend de ces instances-là qui sont pleines de bonne volonté, puis qui donnent, tu sais, de l'argent à les arts du cirque, la télé, le cinéma, la musique, mais... Tout ça fait en sorte que les sous, il y a un nombre limité de sous. Parce que le budget culturel n'est pas assez gros aussi. Le budget culturel, tu sais, je serais curieuse de voir, tu sais, à comparer à d'autres pays, de voir. Mais chose certaine, c'est ça, c'est que le paquebot, il est bien installé, sauf que moi, ce que j'ai peur, quand on voit des nouvelles comme VRAC TV qui va fermer et tout, où je pense que, en tout cas, c'est imminent, là, je pense que c'était en septembre que ça a éteigné, en tout cas, peu importe. Mais c'est que je me dis, exactement ce que tu viens de dire, c'est que je pense pas que c'est à notre avantage d'attendre dans 30 ans, quand le dernier... abonné de la télé. Baby boomer va être mort. va décéder, puis qu'on va éteindre son câble, parce que... éteindre son câble en même temps que son respirateur artificiel. Puis qu'on se dise,
qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Donc, c'est pour ça que moi, tu sais, je le sais, je connais les défis de l'industrie, je vois, tout le monde a envie de faire mieux. Partout, là. Tous les partis, que ce soit les télédiffuseurs, que ce soit les producteurs, que ce soit les créateurs, tout le monde a envie de faire mieux, c'est certain. Tout le monde veut que nos conditions s'améliorent, qu'on puisse repenser différemment. Cette volonté-là, elle existe, elle est vraiment palpable. Après ça, comment on peut faire les choses petit morceau par petit morceau. En ce moment, j'ai l'impression qu'on est encore beaucoup dans une compétition. Tout le monde multiplie ses plateformes, mais on est tellement petit au Québec que peut-être qu'il faudrait commencer à voir comment on peut faire des partenariats puis comment on peut être un peu plus solidaire dans notre petit milieu au lieu de le compartimentaliser. Je pense parce que ça compartimentalise les budgets aussi. Ils sont divisés en toutes sortes de petites poches, mais tu peux pas faire grand-chose si t'as pas une grosse poche. Mais c'est vrai. Très bien dit, Isabelle. Écoute, moi, je résume ça, moi, l'industrie se résume à la grosseur de la poche. D'où l'expression « au plus fort la poche ». Voilà. Oh my gosh. Hey, mais tu devrais dire aux filles, j'aimerais ça que tu dises aux filles, tes premiers projets, ça a été quoi? Comme, c'est sur quoi tu as travaillé en premier? Je suis hâte de connaître ton parcours. Oui, c'est ça. Ben moi, écoute, mon parcours, j'ai fait l'UNIS en 2011 et tout de suite, quand j'ai terminé l'UNIS, j'ai commencé à travailler sur un projet de long-métrage. Je voulais faire de la télé, mais il y avait une boîte de production. En fait, j'ai rencontré une fille qu'un de mes professeurs m'a présentée, puis c'était la... en fait, son père, c'est le petit-neveu de la Bolduc. Donc, la Bolduc, est-ce que tu connais Clémence? Non, c'est une chanteuse folklorique du Québec, une des premières chansonnières. En fait, la première chansonnière femme du Québec, la Bolduc, Marie Travers, qu'elle s'appelle, qui a d'ailleurs des racines acadiennes du côté de sa mère. Donc, Marie-Ève voulait faire... elle avait tous les inédits familiaux quand même, parce que apportait beaucoup quand même d'histoires, même si son père n'a pas connu la Bolduc parce qu'elle est décédée très jeune, au début de la quarantaine. Ça reste que, tu sais, elle a pu parler à ses filles, son fils, etc. Donc, elle cumulait beaucoup d'informations. Après ça, elle s'est mise à faire de la recherche comme sans fin. Donc, moi, je suis arrivée, puis elle n'écrivait pas du tout, donc elle avait besoin d'une scénariste. Puis moi, je commençais, j'avais 22 ans et demi. Mais le producteur m'avait rencontrée, puis il trouvait qu'il y avait vraiment, j'avais une drive, pour reprendre les mots d'Isabelle. Et on s'est mis, Marie-Ève et moi, à travailler sur ce projet-là. On l'a soumis à la SODEC, on a passé du premier tour pour avoir les sous en développement pour écrire. Puis, plus ça avançait, plus on s'est rendu compte que c'est une chansonnière très populaire et son 75e anniversaire de décès arrivait. On en parlait de plus en plus dans les médias, faire un reboot de ses disques et tout. Et ça a donné des idées à d'autres équipes. Donc, on était 3 équipes finalement, pendant un moment, sans le savoir, qui développaient un long-métrage sur la Bolduc. Donc, il y avait nous, il y avait Lila Film et Caramel Film. Et c'est finalement le projet de Caramel Film qui a été appuyé par les institutions parce qu'il y avait déjà, eux, un appui de Téléfilm. Nous, on n'était pas encore allés sonder du côté de Téléfilm, mais eux, ils avaient eu un appui de Téléfilm. Donc, le projet était très attendu. Et là, la comédienne qui campait la Bolduc, Debbie Lynch White, faisait des entrevues déjà dans les médias et tout. Donc, ça nous a comme un peu ça nous a fait de l'ombre à nous et l'autre équipe. Puis l'autre équipe, c'est un de mes professeurs aussi qui écrivait un film, fait que lui aussi a trouvé ça très difficile. Mais si on était aux États-Unis, on pourrait faire chacun notre film avec chacun notre vision sur la Bolduc. Mais dans la petite industrie où est-ce qu'on est, dans le fond... c'est se dire, on a tout donné dans ce projet-là. C'est sûr qu'on a été payé pendant ce temps-là parce qu'on avait les sous quand même des institutions, donc on était capable de mettre du beurre sur nos toasts. Mais c'est quand même quelque chose de devoir dire, OK, ça fait 4 ans que je travaille là-dessus, puis là, il y a un projet qui se fait d'une autre équipe, puis tu sais, cette équipe-là, je connais les créateurs, puis c'est des très bons créateurs, là, donc c'est pas ça l'idée, mais c'est plus le fait que nous, il a fallu dire, on tablette le projet.
Ça veut pas dire qu'un jour on le sortira pas sous une autre forme, une pièce de théâtre, une pièce aquatique, je sais pas. Mais pour l'instant, il dort. Mais ça m'a donc... ça a été quand même mes premières armes. J'ai appris beaucoup dans cette boîte de production-là. Aussi, je faisais de la recherche. Des fois, j'aidais l'adjointe au producteur. Quand elle allait en vacances, je faisais des droits de suite, des choses comme ça sur d'autres petites affaires. Fait que je faisais aussi de la paperasse et tout. Donc, j'ai quand même appris un peu à l'intérieur de cette boîte-là, tu sais, les rouages de l'industrie, puis comment ça fonctionne, la SODEC, faire des pitchs, tout ça. C'est une boîte qui faisait de la télé aussi, donc j'ai un peu pu tu sais, comme mettre les mains un peu là-dedans, parce que le producteur me faisait lire pas mal tout, j'assistais, je prenais des notes dans les réunions et tout. Fait que ça a été vraiment ma première expérience. Ça forge, parce que c'est vraiment... Tu sais, ce que j'ai trouvé le plus difficile à ce moment-là, c'est que comme ça faisait 4 ans que je travaillais sur le projet, j'avais d'autres petites affaires à côté, mais c'est que là, tu te dis, aïe, je peux mettre que j'ai travaillé sur un film qui a été appuyé par des institutions de la Bolduc dans mon CV, mais concrètement, il n'y a personne qui peut le voir. Je me suis pas rendue au bout. Puis même si... Puis sur un CV, je veux dire, les personnes ne voient pas tout le contexte. Ils voient qu'il y a un film déjà sur la Bolduc, toi, t'en faisais un autre. C'est pas lui qui a été retenu, donc ça veut pas dire que le nôtre était... C'est ça. Ça veut pas dire qu'il était pas bon, c'est qu'on pouvait pas faire 3 films sur la Bolduc au Québec dans la même période. Donc j'avais l'impression à ce moment-là d'avoir comme reculé un peu. Mais en parallèle, j'avais fait une incursion dans le milieu de la docu-série, les vendredis policiers, hein, parce que c'est ça, si on se reporte à il y a 10 ans, ben, c'était très en vogue encore, un tueur si proche, ces choses-là. Et moi, j'ai travaillé back-à-back sur 2 docu-séries qui s'appelaient Mort en service et Lien fatal, qui étaient diffusées à Addict TV et Canal D. Puis là, comme j'avais fait ça, ben là, j'avais comme un bagage un peu plus policier, parce que tu travailles avec des consultants policiers, ambulanciers et tout. Et là, donc, j'ai fait 3 autres docu-séries après, Enquêteur, l'intervention, puis Code 911, Code 111, pardon. Et ça fait en sorte que j'ai comme un peu gravité pendant 3-4 ans dans la docu-série. Puis, ce qui est le fun avec ça, c'est que moi, je voulais vraiment faire de la fiction, mais en même temps, c'est basé sur des faits vécus, mais tu dois le reconstruire comme une histoire quand même haletante avec les pauses publicitaires et tout. Tu dis pas tout de suite qui a tué la personne. Tu gardes une espèce de mystère dans le storytelling et tout. Fait que ça m'a quand même forgé. Puis après ça, ben, c'est comme ça que je suis arrivée dans l'échappée, parce que les mêmes producteurs qui faisaient Mort en service et Lien fatal produisaient aussi l'échappée. Puis là, il y avait quelqu'un dans l'équipe créative de l'échappée qui avait quitté. Et l'auteur principal, Michel Allen, m'a appelé en disant, ben, il y a un espace, j'aurais besoin d'une collaboratrice pour m'aider dans ma création, faire le pont avec les consultants policiers et tout ça. Puis elle savait que j'avais déjà un bon bagage aussi, parce que je travaillais étroitement sur les docu-séries avec des policiers, des pompiers et tout ça. Et elle a dit, peut-être que tu pourrais même amener tes contacts, puis ils pourraient nous aider en renfort dans ces trames-là, parce que, tu sais, l'échappée, il y avait une trame DPJ, il y avait une trame policière, etc. Donc c'est une série télé. C'était une série télé. Ce que je comprends, c'est t'es passé de docu-série à un peu série 100% fiction. Ouais, mais c'était une fiction avec... Ben, c'est une fiction... Hyper réaliste, quoi. Ouais, ben c'est ça, c'est une fiction... qui traite de l'univers de la DPJ, mais qui a aussi 2 personnages principaux qui sont des policiers. Donc, la trame policière était très forte dans l'échappée. Donc, c'est comme ça vraiment que j'ai fait mon entrée dans l'univers de la fiction. Puis, en parallèle, j'avais étudié à l'École nationale de l'humour en 2016, parce que, puisque là, j'étais dans l'échappée, la docu-série, ben, tous les producteurs qui faisaient de l'humour m'approchaient. Ils m'approchaient, on allait prendre un café et tout ça, ils voulaient apprendre à me connaître parce que mon nom circulait un peu, sauf qu'ils me disaient « Mais je suis pas sûre que tu peux être drôle, étant donné que tu fais du vendredi policier, de l'échappée, tout ça. » Peut-être que ça vaut le coup que... Moi, j'avais l'impression que j'étais capable d'être drôle parce que j'ai tout le temps été... mes amis au secondaire m'appelaient le clown, là. Fait que je pense que j'avais pas peur de ça, mais c'est comme s'il y avait une frilosité parce que je faisais du drame, parce que je faisais de la docu-série, que je pouvais pas avoir cette folie-là. Donc, j'ai fait, ben, je vais aller le faire l'École nationale de l'humour. C'est la formule temps partiel. C'est pas le gros programme...
Ouais. Fait que c'est vraiment la formule, là, écrire une comédie Ok. pour la télé. Fait que j'ai fait ça en 2016, puis dès que j'avais ça sur mon CV, ben là, dring, dring, dring. Ça s'est mis à appeler. Fait que là, j'ai fait file d'attente, contre-offre. J'ai travaillé sur plusieurs... des équipes qui étaient déjà établies, comme la Confrérie, puis moi non plus, où est-ce que je suis arrivée dans une 2e saison, par exemple. Donc, c'est ça. C'est comme ça que ça s'est... de fil en aiguille, ça s'est décidé. Et Isabelle aussi a fait l'École nationale de l'humour. Ouais, mais comme humoriste. Comme humoriste. Ouais. Mais attends, t'as été acceptée? Non, mais il y a je l'ai fait. Ah, il y a longtemps, Ouais, ouais, ok. ouais. Mais oui, elle a été Elle a fait. acceptée il y a longtemps. Ouais, mais on dira pas d'année. Là. Non. Oui, Alright, non, alright. non. Donc, vous êtes toutes les deux diplômées, mais dans différents... Oui, dans un Chacun créneau notre, ouais. différent. Ouais. Oui, quand j'ai fait l'École nationale de l'humour, c'était pas comme stand-up. Je tiens à le préciser. Parce que je suis C'est en peut-être écriture. drôle, mais oh mon Dieu... Non, je vais être derrière la caméra. Moi, c'est vraiment en mou derrière mon ordinateur, le chat d'un côté, la tasse de café de l'autre. c'est comme ça. Est-ce que ça a toujours été ton rêve d'être scénariste? Oui. Honnêtement, mon tout premier rêve professionnel, c'était d'être vétérinaire. On revient sur le chat ici. C'était d'être vétérinaire et j'ai accompagné ma tante à l'âge de 6 ans chez le vétérinaire avec son chat. Et quand j'ai vu toutes les manipulations qu'on devait faire sur un chat juste pour le check-up général, hein, c'est quand on est rendu au thermomètre sous la queue, puis que tu vois que le chat est très inconfortable, j'ai fait « Mon Dieu, je ferai jamais ça. » Puis j'avais 6 ans, donc je pensais même pas à toutes les chirurgies puis tous les affaires qui viennent. Et les annonces aux familles. Oh, bobo, oui. Les trucs. J'étais loin de penser à ça, mais le thermomètre m'a suffisamment traumatisée pour savoir que je devais, à 6 ans, me réorienter. Donc, moi, depuis que je sais lire, ma mère m'avait abonnée à J'aime lire, les J'aime lire, donc j'en recevais un par mois. Dès qu'il rentrait, je le lisais tout. C'était fini déjà. Mais ma mère m'achetait aussi des livres de la courte échelle, des BD. J'adorais lire. Et fait, rapidement, j'écrivais mes propres histoires. Puis j'avais un cahier à anneaux, là, avec des feuilles lignées, là. Ouais. Puis j'écrivais mes histoires. Puis ma grand-mère paternelle, quand elle cuisinait, je lui lisais mes histoires. Fait qu'en quelque part, c'était un peu comme ma première script éditrice. Puis, fait que... puis c'est là que je savais que j'étais capable d'écrire de l'humour, parce que je me rappelle, elle pelait ses patates puis ses petites épaules bondissaient parce qu'elle riait de ce que j'avais écrit. Mais elle riait de bon cœur, évidemment. Mais elle me donnait son opinion. Puis je retravaillais mes textes. Fait que je voulais vraiment... je connaissais pas le métier de scénariste quand j'étais enfant, mais je voulais écrire des livres. Vu que c'était ça que j'avais accès à des livres, je voulais écrire des livres moi aussi. Mais par contre, t'avances, tu viens d'une petite ville au Nouveau-Brunswick, là, tu rentres au secondaire, là, tu vois que l'université approche, puis il y a une partie de moi qui se disait « Mais mon Dieu, c'est inaccessible pour toi. Tu pourras jamais gagner ta vie en écrivant. » Donc, je me suis dit « Il faut que j'aie un métier plus cérébral. » Donc, j'ai commencé mon parcours universitaire pour devenir architecte, parce que j'avais beaucoup de passion pour ça quand même, parce que ma mère m'avait abonnée à J'aime lire, mais elle m'avait aussi abonnée à Maison du Québec. Les magazines de plans de maison, parce que j'adorais ça quand même. Puis j'avais des logiciels pour faire des plans de maison. Wow. C'était quand même ma deuxième passion, là. J'aimais beaucoup ça. Puis quand les Sims sont arrivés dans ma vie, tu sais, moi, c'était pas le jeu, c'était faire des maisons. Ah ouais. Donc, donc j'avais vraiment une réelle passion pour l'architecture, mais j'allais vraiment là-dedans parce que je pensais que c'était impossible de gagner ma vie avec ma plume. Puis après 1 an d'université, j'étais malheureuse. J'étais comme, j'ai l'impression que je passe à côté de ce que je veux réellement faire. Parce que, tu sais, quand t'es à l'université aussi, tu peux prendre des cours options et tout. Puis j'avais pris des cours options en littérature, tout ça. Fait que là, quand il fallait que je revienne à mon dessin industriel, j'étais comme, oh mon Dieu, ça me tente pas à soir. Fait que j'avais vraiment l'impression. Puis là, moi, mes parents, c'est 2 entrepreneurs. Ils ont eu des restaurants, des salons de billard. Ils ont vraiment des carrières plus cartésiennes, tu sais. Mais je me disais, je sais pas comment je vais leur annoncer ça, mais c'est sûr qu'ils vont me dire, ben voyons, Marie-Josée, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'en tout cas, le premier Noël de ma séance universitaire, je suis assise dans le salon, puis je pleure, puis je dis à mes parents que je suis malheureuse et que je veux changer
de programmes universitaires et mes parents qui m'appuient à 100%, qui sont dans l'écoute, qui sont comme, ben Marie, si t'es pas heureuse, tu sais, change, qu'est-ce que tu voudrais faire? Fait que là, je leur dis toute timide que je veux m'en aller. Ben encore là, scénariste, c'était pas un mot pour moi. Ah oui, d'accord. Encore à ce moment-là, romancière, écrivaine. Romancière, oui. C'est là-dedans que je voulais. J'étais comme, ben je veux m'en aller en littérature, je veux écrire des livres. Et là, je pensais vraiment que mes parents allaient me dire, Marie-Josée, franchement, ça n'a pas de sens. Et mes parents se sont regardés et ils m'ont dit, ben on n'a pas compris pourquoi t'es pas allée en littérature du début. Parce que depuis que t'es tout petite, que tu lis, que t'écris, que t'adores écrire, j'avais gagné des prix littéraires aussi à l'école, au secondaire et tout. Ouais. Donc, ils m'ont dit, si c'est ce que t'as envie de faire, fonce. C'est nice. Et qu'ils m'ont vraiment accompagnée là-dedans. C'est là que je suis arrivée au Québec parce que j'ai débuté un bac en littérature à Sherbrooke, à l'Université de Sherbrooke. Okay. Et il y a un de mes professeurs là-bas, François Landry, qui est un romancier, qui voyait que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup écrire, puis que j'étais un peu déçue par cette année-là. C'était un beau programme, mais cette année-là, la professeure de création littéraire, je sais pas ce qui était arrivé, si c'était un congé de maladie ou je sais pas trop quoi, mais il y avait une session que finalement, il n'y avait pas de cours de création littéraire qui était offert, et j'étais bien déçue de ça. Et François m'a dit, je devrais peut-être pas te dire ça, mais il y a un nouveau programme qui ouvre à l'Université de Montréal, création littéraire et écriture de scénario. Peut-être que tu serais heureuse dans ce programme-là. Et ça venait d'être mis sur place en 2009. Donc, je m'en vais googler, puis le soir, en arrivant chez nous, puis je commence à lire sur ce programme-là, puis je me dis, mais oh mon Dieu, puis c'est vraiment la première fois que j'ai fait un lien de, c'est vrai, il y a des gens qui écrivent les scénarios. Mais oui. Donc, j'ai fait, ça peut être un métier, et je trouvais les cours d'écriture de scénario encore plus intéressants que les cours de création littéraire. Donc, je me suis dit, mais en plus, ça marie les deux mondes, tu sais, la littérature que je voulais faire, puis cette nouvelle vocation à laquelle j'avais jamais pensé. Fait que je me suis dit, je vais m'inscrire. Puis j'ai pu faire tout créditer mes cours de Sherbrooke, donc j'ai fait mon bac en 2 ans ici à Montréal. Après, j'ai tout de suite fait l'UNIS en 2011 en télé. Puis, mais à partir du moment que j'ai vu écriture de scénario, quand j'ai été lire le soir, j'ai su que c'est ça que je voulais faire. Wow. J'ai su que c'était le chemin que j'allais creuser. Puis j'ai jamais arrêté de creuser. Ah, c'est incroyable, ça me donne des frissons d'entendre ton histoire, c'est le fun. C'est génial. Mais moi, je voulais savoir comment toi, c'est venu dans ta vie. L'humour, le stand-up, l'acting. C'était pas prédestiné dans le sens où j'étais tellement timide, là, tellement. J'étais la petite fille avec ma meilleure amie quand on avait 12 ans même, peut-être même un peu plus vieux. On était tellement gênés qu'on allait au magasin s'acheter quelque chose, puis on se chicanait pour savoir qui allait passer à la caisse parce qu'il fallait s'adresser à une personne qui nous servait. Non, on était tellement timides. Donc, c'est ça, c'était pas prédestiné, mais par contre, à la maison, moi, j'étais enfant unique et puis pas riche. Donc, je m'inventais des jeux, je m'écrivais des histoires, bon. Par contre, c'est ça, je suis partie assez tôt de la maison. J'avais même pas encore 18 ans, je pense. Puis, donc, j'ai laissé les études. Moi, j'ai fait une première année de cégep en création littéraire. Comment ça s'appelait le programme? Arts et lettres. Et puis, c'est ça. Puis, je faisais de l'impro, tout ça. Mais, c'est ça, j'ai quitté assez rapidement. Et je suis venue à Montréal et c'est là que, c'est ça, j'ai fait l'école de l'humour, j'ai fait une école de radio aussi, j'ai pris des cours avec Danielle Fichot comme actrice et tout ça, mais j'ai pas fait d'école en quoi que ce soit. Puis la littérature, ben moi j'étais une petite lectrice, hein, j'étais une petite bébête à lunettes. Mes lunettes, mon Dieu, je les mets souvent pour faire des shows maintenant, pour me reposer le verre de contact. Mais c'est ça, j'étais une petite nerd à lunettes qui lisait beaucoup. Donc, j'ai pas fait de programme universitaire en littérature. Moi, j'ai juste commencé à écrire, puis j'ai proposé mes romans à un éditeur, puis
ça a parti comme ça. Mais je suis autodidacte dans tout. Tu veux-tu les montrer, tes Ouais, livres? oui. Le premier c'est caméra, Cousine de ouais. personne. Oui, c'est ça. C'est le premier que j'ai écrit. C'est Cousine de personne. Ça, c'est la télé-réalité commençait à bouillonner. Et donc, j'ai écrit l'histoire d'une comédienne de théâtre sérieuse qui trouve pas le respect de la famille parce qu'elle n'est pas une vedette. Et sa cousine, qui est comptable, devient vedette de télé-réalité du jour au lendemain et elle obtient le succès et le respect de la famille que l'autre méritait. En tout cas, donc c'était une petite critique sociale. Ça, c'est mon style d'écriture, c'est la critique sociale. Donc, Cousine de personne, chez Stanquet, mais ça, je pense qu'il est épuisé. Donc, deuxième édition chez Bibliothèque québécoise. Cousine de personne. Le deuxième subordonné publié chez Urtubise HMH, c'est quand Lucien Bouchard a dit que les Québécois ne travaillaient pas assez. Donc, j'ai écrit l'histoire d'une femme qui travaille trop. Elle a l'air de trop travailler. Qui travaille trop et qui entend ça. Et bon, et puis c'est ça, ça a l'air triste comme ça, mais j'ai beaucoup d'humour dans mes romans. Le troisième, ça va se passer... sur deux époques. Donc, en 2012, pendant la crise étudiante, la grève étudiante, et à Montréal, et dans les années 80, 70, surtout 80, dans une ville minière dans le nord du Québec, le premier, si on veut... comment il avait appelé ça, Charest, plan Nord. Mais dans ces années-là, c'était Mulroney, en fait, qui était le... là, je pars dans une affaire trop détaillée. En tout cas, Mulroney était le président de Québec Quartier Mining. Puis il y avait plein de petits travailleurs qui se sont laissés miroiter des jobs dans le Nord, dans les mines. Et c'était pas tout le monde qui est fait pour la vie dans le Nord. Puis les conditions étaient peut-être pas aussi reluisantes qu'il laissait penser. Et donc, c'est l'histoire, le troisième roman qui n'est pas encore sorti et que je vais terminer bientôt, qui est 95% fini. C'est l'histoire donc d'une fille qui est née là-bas, de parents qui travaillaient à la mine et qui n'étaient pas faits pour cette vie. Et la mine ferme dans les années 80 et donc l'endroit où la fille est née n'existe plus. Et puis ensuite, on est témoin de ces déboires pendant la grève étudiante de 2012. Là. Donc, ça a l'air compliqué, mais ça va être bien simple. Et les deux époques sont miroirs. Et encore là, je défends la petite personne, le petit travailleur, puis la petite étudiante. Puis, bon... Est-ce qu'il y a un titre? Ça va s'appeler « Au sud du Nord ». Ah. À moins que mon éditeur n'aime pas ça, là. C'est avec ça que je travaille pour le moment. Enfin, à suivre, mais je vais tous vous inviter au lancement. Avec grand plaisir, grand plaisir. Moi, tu vois, depuis tout à l'heure, je vois les livres qui sont sur la table. Que tu pourras garder après, d'ailleurs. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Et moi, en fait, j'ai plein de questions parce que je suis moi-même dans une écriture de romans en ce moment. Ah. Et genre, moi, le parcours, on va dire, donc de la fin du final draft à recevoir ton bouquin, comment ça se passe, c'est quoi les délais... c'est long. J'ai l'impression qu'il y a énormément de patience et de frustration, peut-être même. Écoute, le premier, je l'ai écrit en vraiment pas beaucoup de temps. Okay. J'avais vraiment... En fait, j'avais écrit beaucoup de courtes histoires, des nouvelles. Et j'avais proposé un recueil de nouvelles à un éditeur, puis il me dit « J'aime ton style, c'est super, mais le recueil de nouvelles, on fait pas ce format-là, nous, mais si tu as une idée de roman, je te signe. »
Je dis OK. Fait que j'ai pris en fait une de mes nouvelles et j'ai fait prendre de l'expansion. Donc mon idée était vraiment, je savais ce que je voulais écrire et ça s'est vraiment écrit rapidement. Je pense que je l'ai fait en 4 mois. Ah ouais, ok. Et puis bon, ensuite il y a eu un retravail, mais vraiment pas grand-chose. Il m'a dit, ce chapitre-là, t'en as pas besoin. En fait, j'étais partie sur un rant. Bon, c'était comme vraiment une petite partie. Elle était fâchée cette journée-là, puis elle s'est défoulée. Donc, c'est parfait qu'il me suggérait de l'enlever, mais autrement, vraiment, c'est vraiment ça que j'aime des romans, c'est que. Ou peut-être que c'est moi qui se fais des illusions, puis que vraiment quelqu'un devrait me faire retravailler mon écriture davantage. Mais en tout cas, mon éditeur, pour les 2 romans, m'a pas fait changer grand-chose dans les romans. En tout cas, ça fait que ça s'est fait vite. Le deuxième, c'était plus difficile. Puis aussi, bon, je travaillais plus comme comédienne, donc à temps perdu. Ça a pris comme plus 1 an, j'imagine. Et ensuite, le troisième, ben là, ça, c'est plusieurs années parce que vraiment, je suis toujours obligée, je suis toujours interrompue. Ouais. Obligée de le mettre de côté. Et d'ailleurs, c'est ça, je suis très en retard pour mon rapport de bourse du Conseil des arts. Merci, Conseil des arts. Et je suis très reconnaissante, mais c'est ça, je suis en retard pour leur montrer que j'ai utilisé l'argent pour faire mon travail, mais c'est ça, ça s'en vient. All right. Est-ce que tu as eu beaucoup de refus? Pour les Non. éditeurs? En fait, non. C'est que je participais à une soirée qui avait été partie par des humoristes, en fait, par Martin Petit et Stéphane Roy, qui était... il faisait une soirée qui s'appelait le cabaret littéraire des auteurs du dimanche. Et j'ai participé plein de fois, même des fois quand il y en avait un qui était absent, j'avais co-animé. Puis j'avais écrit 51 nouvelles. J'avais participé 51 fois. Et puis c'est ça, l'éditeur, il était dans la salle et c'est là qu'on s'est mis à discuter et tout ça. Et donc, il connaissait mon style et puis il avait confiance en moi. Mais c'est comme lui qui t'a dit « T'as pas envie d'écrire un livre? » Puis t'as plongé? Oui, c'est ça. Oui. OK. Fait que toi, c'est ça, c'est quelqu'un qui t'a un peu donné l'étincelle pour dire... Oui, parce que j'aurais pas pensé, vu que je manque gravement de confiance en moi, j'aurais pas pensé à les proposer, à les cogner à la porte d'un éditeur. Et puis ensuite, cet éditeur-là a changé de maison d'édition chez Urtubise, puis je l'ai suivi. OK. Et puis là, le troisième, ben là, on verra. Je suis allée luncher avec un autre éditeur l'autre jour. Puis, donc, ça, on ne sait pas encore. Oui, ça, je le dis pas encore, mais ça va être... Ben, je sais pas. En tout cas, c'est à suivre. On va suivre ça de très près. Mais moi, Isabelle, elle est toujours pleine... c'est une femme pleine de surprises pour moi parce que je l'ai rencontrée dans un atelier de jeu devant la caméra qui s'appelait Jeux et Gym avec Robert Favreau et Rachel Verdon. Oui. Donc, excellente comédienne, tout ça. À la fin de Jeux et Gym, elle m'arrive avec ses romans. Je suis comme, en plus d'être comédienne et romancière. Puis là, je la retrouve dans les open mic, elle est humoriste. Et là, je suis comme, elle a tous les talents. Elle a tout, tu sais, c'est comme multitalentueuse. Mon Dieu, ben merci. Est-ce que quand tu étais enfant, tu avais vraiment déjà cette envie d'avoir cette diversité de carrière-là, Non, en fait, enfant, je sais pas, je me voyais plus actrice, comédienne, mais il y a plein d'obstacles. Premièrement, enfant, je savais déjà que j'avais le goût de faire ça, mais il n'y avait rien dans mon petit patelin pour aller de l'avant là-dedans. Puis quand je suis déménagée à Montréal, ben là, tu as les contraintes d'argent, OK, trouver un agent, tout ça. Puis des fois, il y a comme... j'ai toujours eu un look
ou un aura de ma personne, comme entre les deux, pas assez cute pour être la fille dont le gars est amoureux, apparemment, dans une histoire. Pas assez laide pour être la fille, le comic relief ou... tu sais, il y a comme... J'étais toujours entre les deux. Moi, je trouve que si tu es une maquilleuse professionnelle puis un bon directeur photo puis une bonne personne au costume, j'ai une base correcte que tu peux mentir au public, tu peux faire croire que je suis une pas pire bombe, mais ça prend des professionnels pour m'aider. Mais c'est faisable. C'est sûr que moi, j'arrive en audition avec mes skills de maquilleuse et d'habilleuse. C'est moins gagnant. Mais, puis... De l'autre côté, ben c'est sûr que sans le dire, c'est toujours facile. Mais bon, mais c'est ça, je suis comme entre les deux. Puis, écoute, fait que je suis un peu character actress. J'ai toujours des rôles différents, puis des rôles en périphérie puis les rôles de personnages qui ramènent l'action, qui ressentent le personnage principal. Fait que je suis là, moi, j'ai joué dans plein d'affaires, mais je suis là quelques épisodes. Le temps que je sers à l'histoire d'une façon... c'est ça. Je suis comme supporting actress beaucoup de second rôle, en fait. Non, en fait, c'est des premiers rôles qu'on appelle ici, qui sont assez... important, mais c'est pas des leads. Ouais, OK. Ouais. Parce qu'au Québec, c'est ça, t'as des premiers rôles qui sont les rôles là, de... Actrice principale, l'héroïne de l'histoire. Actrice principale, c'est ce qu'on appelle leads. Les leads, OK. Ouais. Puis là, après ça, t'as les autres personnages qui sont là plusieurs épisodes, qui ont des rôles, des vrais rôles importants qu'on appelle les premiers rôles. OK. Puis ils ont après plus ça, de 10 lignes. Oui. Puis après ça, t'as les deuxièmes rôles qui ont moins de 10 lignes, mais des fois, ils sont importants. Ouais. Ils peuvent être récurrents aussi. Ils peuvent être récurrents aussi. Okay, mais c'est le nombre de lignes que tu dis. De répliques. C'est comme ça qu'on répartit, en fait, les rôles, et pas forcément l'impact que le personnage a, mais vraiment plus... parce que tu peux avoir un grand impact dans le revirement d'une intrigue, mais t'es un deuxième rôle parce que ça nécessite 10 lignes. Ouais. Mais puis après ça, les troisièmes rôles, ben c'est 2 lignes et moins ou troisième rôle muet. Okay. Non, c'est pas figurant. Pas de texte. Figurant après. Okay. C'est ça. Troisième rôle, parler, 2 lignes et moins. Troisième rôle muet. Puis après, il y a les figurants. OK. Ouais. Et puis, c'est ça. Donc, c'est toute une hiérarchie. Puis quand tu arrives en tant que premier rôle épisodique, là, tu arrives pour quelques épisodes, mais tu arrives sur un plateau où tout le monde tourne depuis 10 épisodes. Tout le monde, tu sais, ça connaissent leur personnage. Ils sont... puis là, tu arrives puis tu te dis, hey, je suis mieux de pas me fourrer dans mon affaire, puis on est mieux de pas recommencer à cause de moi, parce que aussi, les plateaux de nos jours, on fait une prise en plan large, une prise là, une prise sur l'autre, champ contre champ. On fait pas beaucoup de prises, t'es mieux. On tourne la pratique, on tourne la répète. Tu sais, je veux dire, on sauve des coups, mais t'as pas le temps de dire « Attends un peu, je vais aller me concentrer, je vais aller écouter une musique pour me... » T'es mieux d'être... Ouais. Et d'où l'idée de faire les ateliers dont Marie-Pierre parlait, qui s'appellent Jeux et Gym, qui sont offerts par l'Union des artistes et avec le grand Robert Favreau. C'est que ça, c'est des ateliers où Robert Favreau enseigne à des réalisateurs émergents comment diriger les acteurs, parce que eux, dans leur formation, souvent, ils apprennent comment placer des spots, puis faire des belles images, mais comment gérer un humain, puis faire comprendre ta vision avec autre chose que des gros clichés. Et des fois, ils savent pas trop
Ou bien, OK, là, à cette ligne-là, il faut que tu pleures. OK. Attends un peu. Donc, c'est ça. Et par ces ateliers-là de jeu et gym, on se garde comme la machine bien huilée. Puis, on travaille toutes sortes de rôles difficiles et tout ça. On se donne des challenges. Puis, on se fait diriger par toutes sortes de réalisateurs de manière différente. Et là, on arrive sur un plateau, justement, où le temps, c'est de l'argent, puis on fait juste une prise, puis t'es mieux d'être bon tout de suite, même si les autres ont 10 épisodes d'avance sur toi. T'es quand même, t'as l'impression d'être prêt, puis ça marche, ça aide beaucoup, parce que, justement, tu t'es gardé en forme. D'où l'idée d'appeler ça un gym d'acteurs. Ouais. C'est un atelier qui existe encore? Oui. Oui, c'est ça. Ça revient, là. Je le refais cet automne. Okay. Je le fais autant que je peux parce que c'est vraiment... Je mystifie mon cerveau parce que le cerveau d'acteur, c'est fragile. Si tu restes trop longtemps à attendre que le téléphone sonne, tu viens fou. Puis là, tu as une audition, puis tout d'un coup, c'est comme tu as l'impression que tu t'en vas jouer ta vie. Si j'ai pas ce rôle-là, j'en aurai plus d'autres. Si j'ai pas ce rôle-là, je peux pas payer le loyer. Ou je suis mieux d'être bonne, blablabla. Puis là, tu n'entends plus les directives du réalisateur dans la salle d'audition. Tu es comme trop dans ta panique. Le stress, quoi, tout simplement. La pression de cette audition-là, parce qu'elle peut, effectivement, elle peut peut-être changer ta vie. Avec l'atelier... j'ai l'impression que je viens de jouer plein de grands rôles. Moi, je suis plus relax, à l'écoute. Je vais rejouer demain si je joue pas avec ça. Ça va bien. Et ça donne des meilleurs résultats. Et l'autre truc aussi qui arrive, c'est que ces temps-ci, ils coupent même dans les auditions. Donc, si les directeurs de casting te connaissent pas, moi, je suis chanceuse, ils me connaissent. Puis ils donnent des rôles directement. Ils sont castés directement. Ils font pas un casting pour les déterminer premiers rôles épisodiques puis les deuxièmes rôles puis tout ça. Ils les donnent direct aux acteurs qui connaissent. Donc, t'es mieux. Encore là, t'as même pas eu l'approche avec le réalisateur qui te dit en audition, OK, on va faire ça de même. Puis je le voyais comme ça. Puis peux-tu faire ça? Puis tout ça. T'arrives sur le plateau, t'as même pas eu cet échange-là avant. Et c'est sur les lieux qu'il te dit, OK, moi, le personnage, je le voyais comme ça. Ah oui, OK, parfait. Donc, t'es mieux d'être prêt et de pouvoir te revirer sur un scène, comme on dit. Je sais pas si tu connais l'expression. Non, mais je comprends le concept, mais c'est fou. C'est comme si tu arrives à une job sans avoir fait d'entretien d'embauche, quoi. C'est ça. Tu sais même pas si ça va te plaire. C'est ça. C'est malade. Ouais. C'est fou. Ouais. Parce qu'ils ont plus le budget pour faire un casting. Ils sauvent de l'argent là-dessus. Ils sauvent de l'argent là-dessus. Puis bon, on a des grands directeurs, directrices de casting qui connaissent. Puis, tu vois, ils essaient de contrer ça. Des fois, il y a quelques années, Lucie Robitaille avait fait une journée casting, ou peut-être plusieurs jours, je ne sais pas. Elle avait invité plusieurs actrices et acteurs, dont moi, à faire une audition avec un texte d'une série qu'elle castait, mais c'était déjà casté. Mais c'était juste pour nous avoir une scène qu'on fait et qu'on suit ses directives, d'avoir ça en vidéo, qu'elle peut montrer à un réalisateur quand il fait le casting avec elle. C'est un portfolio. Sans avoir à nous rappeler. Et donc, ça, c'est formidable. Donc, elle avait quand même une carte en main. Puis elle aussi, de savoir où nous placer dans nos styles, nos forces. Donc, les directeurs de casting font ce qu'ils peuvent avec les contraintes, là, mais il y a de plus en plus de contraintes. C'est dans toutes les sphères de l'audiovisuel. Ouais. Comme nous, on sent de plus en plus de contraintes en écriture. Puis, tu sais, un peu comme... Je réalise qu'il y a beaucoup de parallèles entre ta réalité et la mienne parce que comme la fenêtre pour écrire est réduite, tu sais, Contre-Offre, la saison 1, on l'a écrite en 2 mois, là. C'est 12 épisodes. On était 4 auteurs, mais
on a écrit ça en 2 mois. Parce que là, t'as le go, puis t'es en onde en septembre, t'as le go le 1er février. Faut que tu tournes avant d'être onde en septembre. C'est ça. Donc, il fallait que les textes soient finis en avril. Puis là, le chef-auteur, lui, a fait des correctifs puis des versions couleurs comme en avril, mai, même un peu jusqu'à juin. Mais je veux dire, le plus gros du travail a dû être condensé en 2 mois. Ouais. Parce que début avril, ça devait être terminé, l'écriture. Je me rappelle, on avait eu le go le 2 février. Puis on l'avait déposé avant Noël, là. Mais tu sais, le temps qu'il y ait une décision, tout ça, le go de dire, on part en production, il faut que vous écriviez la série. C'était le 2 février, je me rappelle très bien. Pierre-Louis m'a appelé, puis j'ai fait comme « Hein? » Donc, je pense... au début, on voulait même on voulait l'écrire à 2, mais c'était juste pas possible. Donc, on est allé chercher du renfort. Ouais. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de pools d'auteurs au Québec aussi, parce que, je veux dire, c'est pas évident, là, écrire à la vitesse à laquelle on écrit. Puis des fois, c'est ça, j'ai l'impression que puis que nos producteurs aimeraient ça que notre V1 elle soit déjà parfaite. Mais c'est pas ça l'écriture. Tout le business. c'est vrai. Ça. Absolument. Mais on presse le citron, je trouve. On presse beaucoup le citron. Ça fait des gens en burn-out. Ça fait des gens qui abandonnent parce qu'ils sont épuisés. Mais je veux dire, c'est une usine de chair à saucisse, un peu. C'est que quand on presse le citron aussi, c'est qu'on enlève le recul. Tu sais, indépendamment du burn-out, parce que... Puis je suis très sensible à mes collègues. J'espère ne pas arriver là un jour. Mais je connais beaucoup de gens que vraiment, ça les a drainés. Il y en a que ça les a vraiment fait re-questionner. Il y en a qui ont même... pendant la pandémie, on a perdu des membres, Sartec. Il y a des gens qui ont décidé de se réorienter, tout simplement. Puis ça, c'est la Sartec, mais je suis sûre que les autres associations aussi, là, ils ont dû vivre des similitudes. L'UDA aussi, l'Union des artistes, il y a plein de comédiens qu'on connaît qui se sont recyclés en autre chose. Qui ont décidé de faire autre chose complètement, faire une coupure. Tu sais, vraiment, la pandémie a vraiment créé un grand bouleversement. Puis, c'est ça, donc, indépendamment de... Tu sais, si on fait... Tu sais, je vais pas en faire abstraction parce que c'est une réalité, mais si on fait abstraction du burn-out, presser le citron fait en sorte que tu donnes pas l'espace créatif à tes créateurs pour avoir un mini-recul. Et si parce que, tu sais, tu l'as dit, en fait, non, t'as dit le contraire, t'as pas eu beaucoup de corrections à faire, toi. Mais, ça dépend, mais c'est vraiment, c'est pas la façon de fonctionner habituelle. Non, habituellement, il y a beaucoup de corrections. Oui. Mais on a besoin de ce recul-là. Mais c'est juste normal, parce que des fois, il faut passer par le grand détour pour trouver le beau petit sentier qu'on avait besoin. La création, c'est pas sur commande comme ça. Tu sais, ça prend, faut que ça macère, faut... Puis, tu sais, dans la série annuelle sur laquelle je travaille en ce moment, Sorcière, moi puis mon co-auteur, on se challenge tout le temps. Nous, c'est pas l'ego, c'est vraiment... On travaille pour la série. On veut que la série soit la meilleure possible. Donc, comment niveler tout ça vers le haut? Mais si on prend pas le temps de se challenger, si on prend pas le temps de tester les idées, on prend la première idée sur le bord. Puis après ça, on le voit dans les critiques. Les chroniqueurs le disent. Ah, on dirait que ça a été écrit vite. On dirait que ça a été écrit sur le bord le coin d'une table, sur une napkin dans un bar. C'est pas... Puis les gens, notre public n'est pas dupe. Notre public n'est pas... Ça se voit. Ça se voit. Une série ou un film n'est pas ça bien écrit. Ça se voit. Donc, nous, avec Sorcière, on a vraiment fait le pari de non, nous, on veut faire la meilleure série qui soit, on veut faire un objet télévisuel différent, puis on va prendre le temps de bien le faire. Mais prendre le temps de bien le faire demeure quand même dans un cadre ultra serré parce que les annuels, ça se tourne en escalier. Donc, c'est 4 blocs de tournage. Donc, un bloc de tournage de 8 épisodes. Ensuite, on a 3 blocs de tournage de 6 épisodes parce que c'est un total de 26 épisodes. Donc, les tournages sont à peu près en 2 mois d'intervalle. Comme mettons, ils ont tourné de avril à juin. Après ça, ils ont commencé à tourner de août à... ils terminent dans quelques semaines. Et après ça, ils vont tourner du 19 octobre au 17 novembre. Après ça, ils vont tourner fin décembre jusqu'en début février. Donc, il y a quand même cette course contre la montre qui existe, qu'on peut pas faire abstraction, mais
moi, je suis de l'école que si je prends 2-3 jours de plus pour te remettre un texte qui va être de qualité supérieure, ben ça bénéficie à tout le monde. C'est sûr. Puis je le vois, on a eu le visionnement de presse cette semaine, puis les comédiens, quand ils parlent de la série, ils ont les larmes aux yeux tellement ils sont contents de faire partie du projet, à quel point ils sont contents, ils sentent que c'est quelque chose de différent, puis ils adorent les textes, ils adorent la musicalité des textes, mais c'est pas quelque chose que je peux faire avec 2 guns ici, c'est impossible. Non, bien sûr. Si on veut arriver à ce niveau de qualité-là, il faut qu'on mette des heures et des heures. Puis moi, sorcière, c'est ma vie, c'est 7 jours sur 7. C'est comme, c'est ça que je faisais avant d'arriver ici, puis c'est ça que je vais faire ce soir. C'est ça que ça prend. C'est une industrie avec beaucoup de sacrifices, honnêtement. Je me suis négocié une petite semaine pour aller en voyage cet été, puis ça a été mon seul répit de l'année. Mais mes prochaines vacances, c'est à Noël, là, donc c'est pour ça que moi, non, de l'alcool, ça fait pas partie de ma vie, parce que j'ai besoin de me lever le matin. Chaque journée compte. Moi, je commence à écrire à 4h30 le matin. OK. Des fois, je peux continuer jusqu'à 10, 23, 10, 11 heures le soir. Des fois, mes nuits sont courtes, mais j'essaie toujours, si je me lève à 4 heures du matin, de me coucher à 10 heures. Mais c'est vraiment... c'est un sprint. Écrire tout le temps, c'est continuel. Puis ça, justement, il devrait y avoir des ateliers écriture et gym. Mais c'est que il y a beaucoup de gens qui comme je le vois dans mes étudiants, même moi, quand j'ai été étudiante, on arrive un peu dans cette industrie-là avec une petite naïveté de, comme je disais, là, le foulard, puis le petit café, puis on va écrire au gré de la création, puis c'est pas ça. T'as un texte à écrire, go! Trouve les solutions, go! Puis c'est plusieurs intervenants en télé aussi, parce que la télé, c'est la continuité, c'est pas comme un objet, comme début, milieu, fin, comme un film ou un roman. Ou une pièce de théâtre même. C'est la continuité. Donc, on a beaucoup d'intervenants qui lisent nos textes, puis avec raison, parce que c'est un tout, cette affaire-là. Là. Donc, pour la continuité, on a une coordonnatrice au texte. Après ça, on a une analyse au contenu. On a les producteurs qui nous lisent, la productrice déléguée qui gère le plateau. Après ça, on a l'assistante réelle. Après ça, on a la script qui vérifie si y a des bugs de temporalité ou de continuité. Surtout que Sorcière, en plus, ça se passe en... on a une double temporalité. 2 époques. 2 époques, on a le présent et on a 90, donc 30 ans passés. Et donc, est-ce qu'il y a des erreurs de raccord ou des choses comme ça? Donc, il y a tellement de yeux qui lisent et qui nous envoient, qui envoient des commentaires. Il y a le diffuseur aussi. Donc, moi, en chaque version, dans le fond, tous mes lecteurs lisent le bloc en entier. Donc, soit un bloc de 8 ou un bloc de 6. Il y a le réalisateur et la réalisatrice aussi qui vont lire. Quand je compile les notes de tout le monde sur un bloc de 6 versions dialoguées que j'ai envoyées, ben je reçois entre 88 à 121 pages de notes quand je les mets toutes bout à bout. Oh my God. Parce que je prends les notes de chaque lecteur qui ont lu 6 textes chaque. Donc, quand je mets toutes les notes une en arrière de l'autre, c'est du 88 à 121 pages de notes. Donc, quand on me donne une semaine pour ajuster 6 textes, avec 100 pages de notes, c'est inhumain. Ben oui. Puis c'est pas parce que mes producteurs sont inhumains, c'est qu'eux-mêmes ont une fenêtre petite pour livrer. Ouais. Parce qu'il faut que le show soit à la télé à telle date. On peut pas dire c'est correct que ça commence en janvier au lieu de septembre. On n'a pas ça. Non, et ça aussi, c'est la grande différence avec nombreux autres pays. Parce que nous, on est encore au Québec, la télé ne s'écoute pas l'été. La télé s'écoute entre septembre et mars. C'est la même chose que l'année scolaire. Mais sinon, c'est comme, tu peux pas avoir de fiction qui joue l'été au Québec. C'est encore comme le canevas il y a 40 ans passés. Donc, c'est la rentrée télévisuelle en septembre, il y a une deuxième rentrée en janvier, puis en avril, ben là, c'est juste des variétés. C'est bonsoir, bonsoir, c'est des émissions de variétés, parce qu'on se dit que les Québécois... vont de moins en moins c'est l'été, on se baigne, ils n'auront pas le temps d'écouter. C'est pas fou, sauf que maintenant, on a accès à écouter ce qu'on veut quand on veut. Donc, il y a comme une dichotomie. Oui, parce qu'on reste cantonné dans l'idée du rendez-vous, puis c'est correct parce qu'il y a des gens... Moi, ma mère, elle écoute encore. Moi, ma mère, là, elle me dit, là, du lundi au jeudi, tu peux pas me déranger entre 7h et 10h le soir parce que j'écoute mes programmes.
Oui, puis elle a un gros horaire. Puis ce qu'elle écoute à un canal pendant, tu sais, à 20h, ben, elle va l'enregistrer, puis la fin de semaine, elle se rattrape, puis elle va écouter ce qui jouait à l'autre canal pendant ce temps-là. Fait qu'il y a encore des gens qui aiment beaucoup ce rendez-vous hebdomadaire-là, puis ça, c'est génial, ça va rester, mais même si ta télé et sur demande, puis que tu peux écouter ce que tu veux quand tu veux, que tu veux l'écouter en rafale ou pas, quelqu'un peut se garder... des épisodes. Oui, quelqu'un peut se dire, moi, j'écoute un épisode par semaine. Quand même, on peut créer son propre rendez-vous. Donc, en restant cantonné là-dedans, ça fait en sorte que on peut pas dire que cette série-là va démarrer le 6 octobre, cette série-là va démarrer le 2 juin. Mais aux États-Unis, ça fait longtemps qu'ils font ça. Une télésérie peut démarrer le 17 novembre. Puis les gens sont au rendez-vous. Puis il peut y avoir des émissions qui jouent pendant Noël. Puis les gens sont au rendez-vous. Puis en plus, avec les boîtes, on peut enregistrer. C'est tellement simple de se rattraper en plus aujourd'hui. Donc, maintenant, même à la télé traditionnelle américaine, c'est pas en septembre que ça commence et en janvier, c'est n'importe quelle date. Mais nous, on n'est pas arrivé ici. Là, on commence à avoir des séries de 6 épisodes, comme par exemple, là, cet automne, la série Mégantic va commencer, mais si je me trompe pas, c'est du 6 épisodes, je crois. Donc, quand les 6 épisodes vont être terminés, ben là, ils vont diffuser la docu-série de 4 épisodes de Philippe Falardeau sur Lac Mégantic. Mais au final, ça leur fait 10 semaines de diffusion, ce qui rentre dans leur standard. Donc, là, on commence à faire des petits mariages comme ça, mais c'est des bébés pas vers quelque chose que ça fait extrêmement longtemps qui est pratiqué autrement. La même chose, en Europe, t'as pas besoin de commencer la rentrée télévisuelle le 7 septembre. Là. Il y a des émissions phares, oui, mais c'est vrai que j'ai pas cette notion de... faut absolument que tout commence en septembre. Et tout en janvier. Non, c'est ça. Cette contrainte de temps-là, c'est ça, elle affecte la qualité. Mais c'est ça qui guide l'industrie au complet. Ça affecte aussi, ça va jusqu'aux acteurs parce que c'est pas Ben, rare qu'on a des textes de plus en plus rapprochés de la date de tournage. C'est pas rare qu'il y a des changements à la dernière minute. Donc, ça affecte ta performance. Ouais. Mais aussi, c'est que les acteurs, pour que ça soit bon, là, on joue pas le texte, on joue le sous-texte. Mais t'as pas le temps de te créer un sous-texte parce que tu viens juste d'avoir le texte, puis tu viens... Fait qu'il faut vraiment être une machine bien huilée, tout de et suite, ça coche. Puis c'est ça, les acteurs principaux, ils ont le temps de se créer un personnage, fait que automatiquement, ils ont comme une banque de trucs qui vont faire, qui vont lire en sous-texte leur texte qu'ils reçoivent automatiquement parce que ils travaillent ce personnage-là depuis le début de la série. Mais nous autres, les rigolos qui arrivent avec nos petits premiers rôles de quelques épisodes, faut qu'on se sorte la pelle, la pelle de l'âme, qu'on se déterre Hey, mon Dieu, j'ai des images. On se déterre un sous-texte. On se déterre, oui, c'est ça. On se déterre des émotions pour rendre ça vivant parce que... mais c'est ça, c'est pas toujours 100% le cas de tous les acteurs. Des fois, ils n'ont juste pas le temps d'y arriver. Donc, c'est ça. C'est très, très vite. Mais cette vitesse-là, on dirait qu'elle se rapetisse tout le temps. Moi, j'avais pas... Tu sais, j'ai quand même 12 ans de métier, puis écrire 12 épisodes d'une demi-heure en 2 mois, je l'avais pas vu, là. Tu sais, donc... puis c'est que là... comment on appelle ça? Une diminution des conditions de travail. Oui, puis de la qualité des ce qui est inquiétant, c'est qu'on y arrive. Donc, on crée un précédent. Et c'est pour ça qu'il y a une grève aux États-Unis. Je pense que les scénaristes, ils ont le gun sur la tempe, puis ils sont tannés. Puis ils n'ont même pas les salaires qui vont avec. Qui vont avec, exactement. Ouais, puis là-bas, en plus, ils n'ont pas des conditions comme l'assurance médicale. Ils n'ont pas de filet. Donc, c'est ça, il n'y a pas de filet social. Fait que c'est vraiment, vraiment difficile. Puis les budgets aussi de production diminuent. Fait que c'est sûr que ça aussi, là, je veux dire, encore une fois, les producteurs jonglent avec le budget qu'ils ont.
on peut pas leur demander de compenser tout le temps, là. Donc là, c'est ça le budget maintenant. Il y a moins de budget qu'on pensait. Donc là, peut-être qu'on a trop de personnages, peut-être qu'on a trop de décors, peut-être qu'il faut couper en quelque part. Donc, on travaille beaucoup avec ces contraintes-là. Puis, tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de script édition pour le jeunesse aussi, pour les 4-7 ans. Et quand j'ai commencé, autour de 2016-2017, ben les budgets de prod de cette époque-là, ben sont coupés de près de 25 000 $ par épisode maintenant. Donc, plus on avance, moins il y a de sous. Puis ça crée des précédents qui font que, t'as été capable de le faire avec avec tant de moins. millions, fait que t'es Fait capable. qu'on va encore couper, là. Ouais. Mais pour terminer sur une note plus positive... Parlons de chat. Moi, il y a une question que j'ai depuis tout à l'heure, donc pour vous deux. Quel est le projet auquel vous rêvez de participer? Soit un type de projet qui n'existe pas encore, soit peut-être quelque chose qui a déjà existé et que vous aurez rêvé d'avoir été là-dedans. Il n'y a pas de limite, là. Bonne question. Ben, moi, sincèrement, j'ai un roman qui traîne depuis 10 ans. Wow! Qui est bien avancé, pas à 95%, mais que j'espère pouvoir terminer, mais que, tu sais, en ce moment, la priorité, c'est la télé. Ouais. C'est d'arriver au bout de ce processus d'écriture-là. On achève l'an 1 de Sorcière, mais on va enchaîner éventuellement et tout. Donc, pour moi, mon roman, il n'est pas prioritaire pour le moment, mais c'est quelque chose que je veux vraiment terminer parce que c'est un sujet qui m'habite depuis longtemps, que j'ai envie de partager avec des lecteurs. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment compléter. Disons, je vais me donner avant le prochain 10 ans. Avant 2030, mettons. J'aimerais terminer ça. Mais sinon, moi, je suis très heureuse en télé. C'est mon médium. Fait que je me souhaite de travailler dans un projet où les conditions vont être plus saines parce qu'on va avoir repensé la façon de faire, mais aussi le format. Ouais. Je pense qu'on est rendu là. On le voit, là, on commence à tester des mini-séries, des choses et ça. Je sais que c'est moins rentable que une série à plus grand volume, mais je pense qu'il faut essayer de réinventer le modèle, puis j'ai envie de travailler dans ce modèle neuf-là. Très bien, merci. Et toi, Isabelle? Ben là, j'ai plusieurs rondes allumées. Je sais pas pourquoi j'utilise une image culinaire parce que je cuisine pas, mais bon. Pas le temps. Non. C'est ça. Je voudrais finir mon troisième roman. Ça s'en vient. Je veux me faire ce cadeau-là pour Noël. Ça serait bien, ouais. Ensuite, je coécris une série avec une collègue actrice-auteur. Puis là, ce serait peut-être le temps qu'on se replonge là-dedans. Puis d'un autre côté, il y a l'humour. L'humour que j'ai fait pendant plusieurs années, et après j'ai pris une longue pause, et là je reviens depuis quelques mois, et là je voudrais quelques petites choses, là. Premièrement, là je reviens et je connais plus les intervenants, donc là je me fais connaître ici et là et tout ça en français. J'ai recommencé avant en anglais. Là je voudrais enregistrer un album en anglais. Et puis je vous inviterai d'ailleurs. Un album de chansons? Non, un album, un album de stand-up. OK. Oui. C'est parce qu'en anglais, ça marche bien. Tu fais ton comedy album, puis là, ils jouent ça à SiriusXM, puis tu reçois des droits. OK. Je savais pas que ça se faisait. Ouais, je pensais que tu étais en plus chanteuse. Non.
Non, moi, j'écoutais des disques d'Yvon Deschamps quand j'étais jeune, mais je veux dire, des albums d'humoristes, là... Oui, ben là, on dit album, mais je veux dire, c'est pas une affaire... c'est sur Spotify ou des choses comme ça. Mais enfin, c'est ça, c'est les canaux spécialisés comme SiriusXM qui jouent tes blagues et qui t'envoient des sous. Donc, je voudrais faire ça. Puis je voudrais, en français, proposer, c'est ça, un spectacle. Mais c'est sûr, je commence là, à me faire connaître là, pour le booking, mais je voudrais proposer un spectacle... Isabelle Gaumont de retour après la pause, je sais pas, en tout cas. Puis faire, un one-woman show, là. Ouais, c'est dans oui. Parce que tu en as déjà fait des solos. Oui, j'en ai fait 2. Ça, c'était 1 heure chacun. C'est ça. Donc, j'ai le premier qui s'appelait « Élucubration féminine ». C'est un peu péjoratif comme nom, mais en tout cas, c'est pas grave. Puis le deuxième s'appelait Gaumontville. Parce que je faisais plein de... Celle-là, c'était des personnages. Le premier, c'était du stand-up à l'américaine pur, mais le deuxième, c'était des personnages. Il y avait un peu de stand-up aussi, mais c'est ça, c'était des personnages. J'avais regroupé ça comme si c'était des habitants d'une ville. J'avais appelé Gaumontville, enfin. Wow! En tout cas, donc j'avais fait ça. Mais là, je voudrais refaire quelque chose. Peut-être que, vu que ça fait pas longtemps que je suis revenue, peut-être que je ferais une demi-heure avec des opening acts ou quelque chose comme ça. Un genre de 30-30, quoi. Ou un petit Parfait. Fait que j'aimerais chauffer ça. C'est ça. Donc, ça, c'est dans les rêves immédiats. Mais c'est dans les rêves plus grands, c'est sûr que j'aimerais bien être oscarisée. Wow! Puis, ça peut être comme actrice, ça peut être comme auteur, ça peut... peut-être un prix littéraire. Hey, regarde, sky's the limit. Yes. Mais j'aimerais, en tout cas, un minimum de pas trop me casser la gueule. C'est ce qu'on te souhaite. De rien faire qui me fait honte. C'est déjà un bon début. Puis après ça, le reste, ce sera un bonus. Parfait. Écoutez, merci beaucoup les filles. Merci pour votre temps. vraiment. C'était vraiment un plaisir. Et puis, on remercie du coup, c'est ici, là, les auditeurs. On remercie les auditeurs. Et puis, on se voit très bientôt dans 2 semaines. Parfait. Merci. Merci.